Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Juste après le franc-parler, le rendez-vous de la matinée d'Espace TV Europe jusqu'à midi. C'est les matins d'Aïssa qui accueillent les talents d'Afrique et de la diaspora. Ils sont de passage à Paris, ils vivent ici, ils sont enracinés en Europe ou sur le continent africain. Ils viennent nous raconter leurs histoires, nous parler de leurs actualités. Nous rencontrons donc les pépites d'Afrique sur ce plateau. Ils viennent nous raconter leurs réussites, leurs échecs, leurs projets. C'est une émission où on discute, où on se raconte. Bienvenue, c'est les matins d'Aïssa, c'est tous les matins, donc du lundi au vendredi, de 10h à midi sur Espace TV Europe. Vous nous retrouvez sur le bouquet africain via les opérateurs Free, Orange et Bouygues, et également sur l'application Adafomédia. Bienvenue pour une nouvelle édition. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Nous prenons la direction du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, qui nous est cher, avec un artiste engagé, un artiste de reggae, auteur, compositeur, interprète, en route pour le New Morning. Le rendez-vous pour ce concert exceptionnel, c'est le 12 septembre 2025 à l'occasion de son opus, son album Zemzem, dont nous allons parler ensemble tout de suite en direct sur Espace TV Europe. Merci de nous rejoindre, Freeman Tapili. Bienvenue, comment ça va? Ça se passe? Merci Aïssa, ça va très bien, merci. Très heureuse de vous accueillir puisque je suis une amatrice, une fan de reggae music. C'est la musique en fait que vous distillez à vos fans depuis que vous avez commencé votre carrière en 2014 à travers le single Incivisme, un reggae engagé, un reggae empreint d'africanité, de panafricanisme. Ce sont également des combats que vous menez à travers notamment un festival en vent de liberté, puisque vous nous expliquerez les raisons. Vous œuvrez en direction de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou pour essayer d'aider les personnes détenues, femmes détenues, jeunes détenus, personnes détenues. On a vraiment l'impression que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous nous expliquerez dans un instant pourquoi. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu aux personnes qui nous écoutent? Comment êtes-vous entré dans la musique reggae et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce style Freeman Tapili? Moi, Freeman Tapili, voilà, pour me présenter aux téléspectateurs, aux auditeurs, c'est Freeman Tapili. Voilà, j'ai été très tôt piqué par la musique reggae parce que c'était la musique qui était à notre disposition, qui était disponible, qu'on écoutait avec les grands frères. Mais après, ce qui m'a le plus emballé, c'est le message et les textes de cette musique. Ouais. Donc, je me suis dit que c'est un beau canal, un canal assez magnifique pour faire passer de bons messages, où on peut utiliser des mots M-O-T-S pour combattre des mots M-A-U-X. Être en fait la voix des sans-voix, ça vous parle? Voilà. Le griot du peuple, ça vous parle aussi? Ouais. Mais je refuse qu'on me taxe d'artiste engagé. Je préfère dire que je suis un artiste libre. Voilà. D'accord. Et pourquoi? Parce que sous nos cieux, l'engagement n'est pas encore Il y a une bien. connotation politique, c'est ça? Voilà. C'est pas bien compris. Alors, quand tu prends une position, forcément, il y a des gens pour qui tu abondes dans le même sens. Et ils sont bien contents, ils t'acclament. Et ceux qui pensent que voilà, tu as pris de position contraire à leur prise de position, on te taxe de tout. Je vois, tu es corrompu, tu es acheté. Alors que non, moi je veux être libre de dire ce que je veux, ce que je pense. Et puis bon, après. C'est plus parler en fait des réalités du pays et des situations que vivent les populations, en fait. C'est ça. Oui, pour bouger les lignes, je suis d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on a essayé l'autre manière de fonctionner qui ne marche forcément pas. Parce que l'accusatif, on a passé le Ouais. temps à accuser l'autre, Pointer du doigt. à accuser l'autre. Alors Ouais. que moi, aujourd'hui, je pense qu'il est temps que nous nous prenions nos responsabilités et que nous-mêmes, nous puissions voir comment est-ce que nous allons faire pour nous en sortir au lieu de toujours accuser l'autre. Alors que souvent, les autres ne sont pas là aussi pour nous attaquer. Ouais. Pourtant, dans vos chansons, vous parlez de justice, vous parlez d'égalité, vous parlez de toutes ces problématiques, vous parlez également de la situation des peuples. Oui.
En gros, nous parlons de l'humain. C'est quand même de l'engagement, mais bon, je comprends ce que vous Oh, voulez dire. voilà. En gros, nous parlons de l'humain parce que tout ce que nous devons faire, poser comme acte ou des mots que nous allons dire, ça Ouais, doit conquérir à rendre l'humain heureux. ouais. Et ça, quand c'est pas atteint, c'est qu'on a mal fait. Alors, justement, votre nom, Freeman Tapili, d'où ça vient? Qu'est-ce qu'il sous-entend? Non, Freeman, je veux me sentir libre Ouais, dans un monde libre. ouais. Voilà. Tapili, c'est une marque de reconnaissance, un nom de famille d'un ami d'enfance. L'amitié, aujourd'hui, c'est devenu plus qu'une famille. C'est un nom de famille d'Oran. Il se trouve aussi que j'ai des origines assez un peu éloignées d'Oran. Donc, j'ai pris ça pour rendre hommage à mon ami et puis aussi faire un clin d'œil aussi à mes origines pour comprendre que quand on est à un point donné, il y a toujours un autre point d'où on vient. Voilà. Et vous êtes né, vous avez grandi au Burkina? Né en Côte d'Ivoire, Ouais. voilà, et après au Burkina Faso. Alors, cet album Zem Zem rassemble les différents singles que vous avez eu à livrer à votre public, Incivisme, Zem Zem, Nalara Ansara, Nsara, dans la Forêt Ansara. de quoi, Président Bye Bye, Ma part de vérité. Vérité. Alors, pourquoi avoir décidé de compiler tous ces titres et de les mettre dans un album? C'est le premier pas. C'est le premier pas. Donc, il fallait essayer beaucoup de choses. Ouais. Alors, à un moment donné, on a fait des singles pour aborder certaines thématiques en fonction du contexte. Et aujourd'hui, on s'est dit, bon, on va les regrouper pour mettre dans un album pour que les uns et les autres puissent l'avoir physiquement, en souvenir aussi de ce que, le temps que nous avons passé sur scène. Voilà, c'est ça qui a amené la naissance aujourd'hui de Zemzem, qui est Qu'est-ce que ça veut dire, Zem Zem? Zemzem Amoré, ça veut dire doucement, doucement. Ouais, C'est-à-dire la mesure en toute chose. ouais. Voilà, c'est ça qui est dit Zemzem, Tizem, c'est si on fait doucement, doucement, tout ira pour le mieux. Alors, votre single Incivisme a marqué votre entrée en scène en 2014. Quel a été votre cheminement artistique? Après, je sais que vous avez fait des festivals, vous avez reçu des distinctions, mais quel est le regard que vous portez sur le chemin de 2014 à aujourd'hui? Le chemin de 2014, je suis satisfait, assez satisfait. Je peux dire que ça va, c'est comme une pente à l'envers. Je suis en Ouais, train de grimper tout doucement. Et si en 2014, j'étais au rez-de-chaussée, aujourd'hui, je peux dire que je suis au moins au troisième étage. d'accord. Il reste encore beaucoup de marches à gravir selon Oui, vous? mais Alors, chaque titre semble porter un message fort, hein, vous le savez, et on l'a dit. Ma part de vérité qu'on va écouter tout à l'heure. Dites-nous un petit peu le message de cette chanson. ma part de vérité, c'est comment on appelle ça, un parchemin historique. En fait, c'est un récapitulatif de ma vision sur l'histoire politique de mon pays, le Burkina Faso. Ouais. Alors, je le répète et puis j'ai mis l'accent sur ça pour éviter que ça se répète. Pour que nous puissions prendre la lourde responsabilité sur nous de dire que non, à ceux qui ont oublié ou ceux qui n'ont pas pensé à ça, que ça a été comme ça, C'est un il faut, rappel. voilà, il faut que nous puissions révolutionner les choses. Alors, vous êtes connu pour votre festival Un vent de liberté. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous parler de la genèse de ce festival? Dites-nous un petit peu de quoi il s'agit. Le festival Un vent de liberté, c'est un festival qui se passe entièrement en milieu carcéral. C'est dédié aux détenus. Comme le nom le dit, hein, c'est un vent. Nous rentrons dans une maison d'arrêt de correction. Le temps d'un festival leur apporter vraiment, vraiment une petite liberté. Et là, il y a des concerts, il y a des pièces théâtrales qui se jouent, il y a la danse, il y a l'assistance médicale, l'assistance judiciaire, on fait du foot, il y a le repas communautaire, il y a un petit déjeuner bien, il y a un déjeuner bien, il y a des échanges avec le monde extérieur qui vient, il y a des visites guidées, on regarde les C'est un peu conditions. pour humaniser ces prisonniers qui sont un peu mis au banc de la société, c'est ça? Oui, oui, c'est pour essayer. L'objectif principal, c'est d'essayer de faire transformer ne serait-ce qu'un seul détenu. Ouais. Parce que sauver un humain, c'est sauver toute Pour l'humanité. l'après, en fait, c'est Voilà, ça? voilà Pour la pour voilà, réinsertion? la réinsertion. En termes de réinsertion, aujourd'hui, nous avons récupéré certains détenus qu'on a fait des petits kiosques pour eux.
dans la ville de Ouagadougou. On a produit 2 détenus, un à Ouaga et un à Bobo. Ouais, Voilà, l'album enregistré en prison, et ouais, clippé en prison, ouais. Rolby et Johnny Isuge. Voilà. Et on a fait ce que nous pouvons faire pour la Là, vous avez réinsertion emmené le studio en prison. en prison. Waouh. On a enregistré, on est venu faire le clip en prison. Et aussi à la question des enfants emprisonnés avec leur mère. Ouais. Ouais, ces bébés n'ont pas le Ceux droit qui d'être naissent là. en prison. Ouais, il y a d'autres qui naissent en prison, il y a d'autres qui viennent avec leur maman. Ils n'ont pas le droit d'être là et ils n'ont rien demandé. Alors nous, on essaie de trouver des parrains et des marraines pour eux, pour Ouais. les aider Ouais. dans leur situation carcérale. Et souvent, on a réussi à scolariser, faire sortir des enfants, les mettre à la maternelle, à l'école, etc., etc. Voilà. Et je prends en 2018, on a fait un concert. Parce que chez nous, dans les prisons, il y a pas mal de femmes. Ouais. Alors, vous voyez que quand la période arrive, c'est compliqué. Alors, nous Mais avons fait ouais. un Les concert. menstrues, on va Voilà, dire le mot. voilà. Quand on a fait un concert où le droit d'entrée, c'était 2 paquets de serviettes hygiéniques. Et Ouais. nous avons doté toutes les maisons d'arrêt de correction du Burkina Faso pour 1 an en serviettes hygiéniques pour la dignité de la femme. C'est très bien pensé. Merci. Une belle action. Donc, vous organisez des concerts gratuits en échange de serviettes hygiéniques pour les femmes détenues dans le cadre de ce festival. Festival Un vent de liberté dans justement la maison d'arrêt de la correction de Ouagadougou. Il faut des autorisations pour cela. Je sais Oui, que vous avez été distingué. D'ailleurs, vous avez reçu une médaille d'honneur de la garde de sécurité pénitentiaire en 2021. C'est quoi vos rapports justement avec les autorités pénitentiaires? Et est-ce que vous avez besoin des autorités de l'État pour organiser ce genre de choses? oui, on a besoin d'une autorisation qui n'est pas un problème. C'est une formalité pour qu'ils sachent ce qu'on veut faire. On donne comment on appelle, le parchemin de ce que nous allons faire, le calendrier, pour qu'ils Ouais, puissent nous ouais. accompagner en termes de sécurité. Parce que on le faisait à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, mais depuis à peu près 7 ans, on le fait partout. Donc cette année, c'est la 16e édition où on va le faire Partout où au dans Burkina? le Burkina Faso. D'accord, Donc, ok. ça fait 7 ans maintenant. Chaque année, on fait dans 10 maisons d'arrêt du Burkina Faso. Waouh. Donc, cette année, on prépare la 16e édition. Après le New Morning de ce vendredi, on se retrouve à Ouaga. On va faire la 16e édition du festival Un vent de liberté pour le bien des détenus. Et qu'est-ce qu'il en ressort justement pour comprendre au niveau humain, comprendre les conditions que vivent ces personnes détenues sans les juger hein, par rapport à ce qu'ils auraient fait ou non, parce qu'on sait qu'il y a aussi beaucoup d'injustice hein, dans ce domaine et que les prisons sont surpeuplées, que les conditions de détention sont difficiles et surtout que les gens ne regardent pas ces personnes qui sont mises au banc de la société. Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous raconter de détenus, femmes, hommes ou enfants, qui vous ont dit des choses qui vous ont touché, qui vous ont euh, euh, justement permis de vous dire, je suis sur la bonne voie et ce que je fais, c'est important? Oui, parce que nous étions à la maison d'arrêt de correction des Ignares. C'est à quelques kilomètres de Ouagadougou. Pendant l'événement, nous étions assis là et puis il y a un détenu qui m'a appelé. Il m'a dit, viens, il me dit, écoute, lui, il est mauvais. Il est Je- très mauvais. Le détenu dit dans la prison que lui, il est mauvais. Il est très mauvais. Et dans la prison, ils savent qu'il est mauvais. Ses amis prisonniers savent qu'il est mauvais. Mais lui, il a observé tout ce qu'on en a fait et toute la journée. Lui, c'est pas quelqu'un qui lui dit, mais à partir d'aujourd'hui, lui, il va changer. Et ils vont me dire que lui, il va changer. Et les gens sauront que lui, il a changé. Et ça, on lui a rien dit. C'est lui-même, quand il a observé ce qui s'est passé, il a participé. Et après, il a pris cette décision. Ça a été un éveil pour Oh, lui, en voilà. fait. Et après aussi, on a été dans la maison d'arrêt de correction de Waiguia, Oui. dans le Yatenga. Et après, il y a un détenu qui a été libéré. Il nous a appelé. Voilà. Après, il m'appelle un jour. Il dit, ça va? Il dit, oui. Il dit, pour ce que vous avez fait, ça m'a tellement marqué. Ça m'a tellement marqué. Et ça m'a tellement apporté un soulagement que ce que je veux faire, j'ai ma fille qui est en 3e. Elle va à l'école. Hein. Je vais te la donner en mariage. Waouh. Ouais. J'ai dit, OK, j'ai compris. Il dit, est-ce que tu as compris? Je dis, oui. Parce que j'étais sur haut-parleur. Ma femme était à côté. Donc, Quatrième guerre mondiale. donc, une semaine après, il me rappelle. Il y avait ma femme, mon papa, ma maman, parce que j'étais haut-parleur.
Il me rappelle, il dit, en fait, ce que je t'ai dit, c'est pas de l'amusement. Et c'est pas une fille comme ça. Elle va à l'école. Si tu veux pas d'elle, tu peux donner à ton frère. Mais je pense que, tu vois, en Afrique, c'est tellement fort. Et quand Ouais, j'ai parce qu'en écouté, fait, il a vu votre bonté, votre voilà, humanité. voilà, Il s'est dit, voilà, ma fille serait bien à côté de voilà. cet homme. Donc, quand il y a tout ça qui nous parvient, et après, il y a les autorités qui nous appellent pour dire, bon, regardez tout ce que vous avez fait, voilà une médaille, c'est une reconnaissance de la nation. On s'est dit, on n'a pas le droit de s'arrêter. Et puis, les détenus qui regardent, qui nous suivent actuellement, hein, dans les maisons d'arrêt de correction, et, tu vois, actuellement, ils sont contents, ils sont en train de parler de nous. Quand je regarde leur visage pendant le festival, je me mets un peu à l'écart, je vais m'asseoir seul et que je regarde. J'ai les larmes qui coulent souvent et je me dis non, il faut pas arrêter parce que ils peuvent pas sortir. Si tu as la possibilité de sortir, marche pour eux. Ils peuvent pas souvent dire des choses. Si tu as la possibilité de dire des Ouais. choses, dis-le pour eux. Donc ça, je me dis que ça me donne l'énergie de continuer. Et en fait, justement, s'intéresser à ces personnes avant de passer à autre chose, justement, est-ce que c'est venu de votre histoire? Est-ce que vous avez connu l'univers carcéral? Est-ce que vous avez été incarcéré dans votre vie ou peut-être quelqu'un de Euh, votre entourage? non, généralement, c'est ça, sur les plateaux. L'histoire allait être vraiment magnifique si ça m'était venu par mon séjour carcéral. Mais non, non. Euh, Très tôt, j'ai eu peut-être cette force-là de pouvoir me mettre à la place de l'autre. Ouais. Et ça, c'est vrai que l'homme qui m'a fait découvrir une prison pour la première fois, c'est l'un des grands frères qu'on appelle EMSO, voilà, de Tim Lecro, qui a été emprisonné à Dembocro. Donc, il passait devant notre cour, je les voyais en rang, comme ça, je voulais les aider. Donc, il me dit qu'il est malade, donc je cherchais des comprimés pour eux. Tu vois, il marchait en file indienne. Donc, il Ouais. ne pouvait pas s'arrêter pour me parler, hein. Et quand je vois, je dis non, il dit non. Donc, je suis à côté et puis il me raconte les problèmes. Je vais les habiller, il dit comme ça, fait comme ça. Donc, je cherche. Et ça a commencé à m'amener vers la prison de Dembocro. Je partais. Après, j'ai commencé à imaginer beaucoup de choses. Je vois, quand je regarde le visage, je sens un peu la souffrance, le froid, la chaleur quand il décrit. Donc, c'est comme ça que je partais. J'ai compris que c'était des humains. J'ai compris qu'il y a beaucoup qui pouvaient changer. Et mon kaki de terminal, c'est un détenu qui l'a cousu à la maison d'arrêt de correction de Democro. Voilà, un certain Ismaël qui l'a cousu. Voilà, qui me racontait que lui était vraiment dangereux. J'ai dit, mais si tu es dangereux, pourquoi tu es dangereux? Tu fais quoi? Il dit qu'il est couturier de formation. J'ai dit, continue. Voilà, on a envoyé une machine et puis j'ai envoyé mon kaki. Il dit, il faut coudre ça, je vais porter pour aller au lycée. Une manière de leur montrer Voilà. qu'ils sont capables, en Voilà, fait. on peut les fréquenter. Parce que souvent, quand il y a la haine et que vous tendez l'amour à la haine, l'amour peut contaminer la haine. Et ça vous vient d'où, en fait, cet humanisme? Peut-être c'est venu de votre éducation. Dans quel contexte vous avez grandi? Quelles sont les valeurs qui vous ont été inculquées? Et qui de votre famille vous a élevé? Les deux. Les deux, mon père et ma mère, mais des paroles un peu philosophiques souvent, des phrases comme ça qui te restent à vie. Ouais. Voilà, donc elle Elle a transmet semé beaucoup de graines, en Voilà, fait. voilà. Et souvent, je dis, quand je suis fatigué, je dis, mais est-ce que je vais pouvoir? Elle me dit que tu pourras pas arrêter, tu vas le faire. Et mon père, paix à son âme, était couché sur son lit, malade. Et à chaque fois, je lui dis, mais tu vois, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Pourquoi c'est moi qui fais ça et pourquoi pas les autres? Il m'a dit de me taire, que parce que c'est moi qui dois le faire et c'est moi qui le ferai. Donc, je me dis, bon, chacun a sa mission et je me plais bien. Et je dis, bon, c'est ma mission. Et Voilà. ça vous permet de vous sentir bien, de vous sentir utile, en fait. Oui, oui, oui. Et, c'est maintenant, sinon, quand je fais une semaine comme ça, il faut que dans toute ville où j'arrive, le premier réflexe, c'est je veux rendre visite Aux prisonniers? aux détenus. Ouais, C'est vrai? ouais. Quand Par- j'arrive. Partout dans le monde où vous Ouais, allez? quand il y a une maison d'arrêt, c'est vrai qu'en Europe aussi, c'est compliqué quand tu arrives. Ouais, C'est après, il faut compliqué, des voilà. autorisations, Sinon, quand etc. j'arrive, j'envie. Et en Côte d'Ivoire, là où je suis né à Timlecro, j'y suis retourné l'année dernière pour organiser un festival, Fefeti,
là où je suis né, Ouais. à Timoko, c'est à côté de Demokro, et on était en train d'envisager pourquoi pas ne pas exporter un vent de liberté à la prison de Demokro, qui a été la première prison où je suis allé voir des détenus. Waouh. Ouais. Ce serait une belle histoire, en fait. Ah oui, oui, j'aimerais bien. On va écouter Zemzem. Vous nous en parlez un petit peu? On va Oh, regarder et écouter Zemzem. d'accord. Vous nous en parlez un petit peu? C'est la mesure en toute chose. Il faut faire doucement, doucement pour que tout puisse être dans les normes. C'est ça, Zim Zim. C'est une chanson faite de plusieurs proverbes morés, sans morés. D'accord. Voilà. Tak tam tak watane wampera. Si tu tires Aïssa et que je tire sur la calebasse, ça va se casser. Ah, ouais. Voilà. Nous devons nous pardonner parce que c'est ici le monde. Et que pour que le monde aille bien, on a besoin, chacun de nous a besoin de l'autre. Donc, pour que nous puissions collaborer, il faut faire l'effort de pardonner, parce que le pardon est une prière. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. C'est la puissance du reggae de Freeman Tapili. On adore Zemzem. L'album sortira le jour du concert, le 12 septembre. Si vous voulez venir vivre un moment magique, il y a plein d'artistes invités. Il nous en parlera dans un petit instant, plus en détail. Ça se passe au New Morning à Paris, donc pour ce concert, présentation de l'album Zemzem de notre invité Freeman Tapili, chanteur de reggae africain, auteur, compositeur, interprète et musicien. Il ne veut pas qu'on dise engagé, on va dire actif. Ah oui. Ouais, c'est mieux, non? Ah oui, oui. Ok, très bien. Alors, on va continuer à faire votre connaissance. Vous avez reçu un prix, le Grand Prix des FAMA en 2021, Oui. que vous avez dédié aux plus jeunes prisonniers. Toujours, on y revient. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on reçoit ce genre de distinction? Euh, C'est-à-dire, c'est comme si on te donne l'énergie pour Ouais. continuer. Et la société dit, ouais, on a l'œil sur toi, ce que tu fais, il faut continuer. C'est une reconnaissance Rapprochez-vous un peu. c'est une reconnaissance qui te donne du bon au cœur. La société qui te parle pour te dire, vas-y, vas-y, c'est bon. Et on ressent une grande fierté. Il y a aussi le titre d'ambassadeur Afrique Connection. C'est quoi et qu'est-ce que Ça, ça... c'est en Côte d'Ivoire. Par rapport à tout ce que nous faisons, j'ai été invité en Côte d'Ivoire, qu'on nous a décerné aussi le titre d'ambassadeur pour dire que ce que nous faisons, ça va aussi dans le sens de la paix. Voilà. Alors, depuis vos débuts en 2014, vous êtes produit sur différentes scènes dans différents pays, les nuits atypiques de Koudougou, au Koudougou, FESPACO, au Festival de musique Afrobeat international, mais aussi à l'international, à Abidjan, à Paris, au Pan Piper, au Mali également, et ailleurs. Alors que justement, la question, quel est vos meilleurs souvenirs de scène? Parce que je sais que vous êtes aussi un amoureux de la scène. C'est peut-être oui, pour ça oui, aussi oui, que on se bat pour faire de la musique, pour monter sur scène et aller à la rencontre de son public. oui. Quels sont vos souvenirs les plus marquants? Abidjan, Paris, Bamako ou ailleurs? Je suis en train de chercher le plus beau souvenir de la scène. Je Il y suis en a en train de tellement, chercher. c'est ça? Oui, parce que le temps où je vais penser aux beaux souvenirs, aux meilleurs souvenirs de la scène, c'est pas encore arrivé. Je suis encore au troisième étage. Ouais, je vais aller au 20e et puis après, je vais compter entre le rez-de-chaussée et le 20e étage. Quel a été le plus beau souvenir? Bon, très bien, pas de souci. Qu'attendez-vous de votre concert au New Morning et qui attend le public si on vient? À quoi on doit s'attendre? Moi, j'attends beaucoup ouais, de ce concert parce que la salle du New Morning, c'est une salle mythique, c'est une salle d'écoute, c'est une salle merveilleuse. Et le public parisien, c'est un public chaleureux, donc j'attends beaucoup parce que je me fais connaître au public parisien. Je veux m'ouvrir aussi au monde parce que Paris, c'est la capitale aussi. C'est le carrefour Voilà, des c'est le cultures carrefour. du Voilà, monde. donc j'attends un public arc-en-ciel. Voilà, il y a le public français, guinéen, malien, la diaspora burkinabé. J'attends tout le monde. J'attends tout le monde. Et particulièrement, j'attends beaucoup de femmes. J'attends beaucoup de femmes. Beaucoup Pourquoi de les femmes. femmes? Nous sommes environ à 500 places au New Morning. Mon souhait à moi, j'aimerais voir 300 femmes dans la salle. Même pas de parité, même pas de 250, 250. Non, non, je veux 300. Pourquoi? Parce que j'ai un lien assez particulier avec la femme, par ma mère.
Ouais. par ma mère. Donc, pour moi, si je devais décrire Dieu, j'allais dire que Dieu est une femme. Ça n'engage que moi. Euh, donc, il y a un moment, il y a un instant particulier que nous allons créer avec les femmes dans cette salle. Et parmi toutes ces femmes-là, il y a une que nous allons choisir. Et elle sera marquée à vie. Mhm. Oui. Mais quand on vous voit, vous êtes une personne, on voit que vous êtes serein, vous êtes posé. On a l'impression, bon, des fois, il y a certains hommes qui n'acceptent pas qu'on leur dise ça, mais bon, c'est pas grave, je vais me lancer. Oui. On voit que vous acceptez votre part féminine. Oui. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. Oui. Parce que je suis 50% mère, 50% père. Il y a beaucoup d'hommes qui n'auraient pas Ah accepté ce non. genre de... Et dans mon éducation, mon père m'a donné, ma mère m'a donné. Et aujourd'hui, je dis, on a essayé les hommes, on a vu les hommes gouverner le monde et nous sommes là où nous sommes. On va essayer la femme pour voir aussi. Et Donc, je pense. justement, il y a une figure burkinabé, justement, vous savez, je pense que vous devez savoir de qui je parle, qui me revient justement à l'esprit, parce que c'était aussi un grand défenseur des femmes, Thomas Sankara. Oui, oui. Parce que moi, pour moi, je pense que la femme, c'est pas, il faut la mettre devant comme ça, pour faire bling bling. Non, elle est tellement importante. Elle est tellement importante que ça nécessite pas qu'on fasse beaucoup de bruit. Ouais. Voilà. Cette reconnaissance-là doit être vraie. Elle ne doit pas être genre buzz. Elle ne doit pas être genre communication. Non, 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 non. Elle doit être magnifiée. Parce que la femme donne beaucoup à l'humanité. C'est la Et matrice. c'est quand on voit en Afrique aussi, ce sont souvent les femmes qui s'occupent de tout. Oui, tu vois que chez nous, la femme est tellement importante, que la société occidentale n'arrive pas à comprendre. Elle n'arrive pas à comprendre l'importance de la femme. On trouve que non, elle souffre. Elle ne souffre pas. Elle est importante. Elle est importante. Après, c'est vrai que sur le continent africain, aujourd'hui, on est plus revenu au patriarcat, avec le poids des religions, où c'est plus l'homme qui est au devant des choses. Mais c'est vrai on est des sociétés où on a toujours été des sociétés matriarcales. Quand on regarde à l'époque, avant le boom des religions révélées. Non, voilà pourquoi je dis, parce que les gens n'ont pas compris. Le père, il est dehors. C'est comme s'il est, Il est il est absent. exposé. Il est Il est exposé. quoi? Exposé. Ouais. La mère n'est pas exposée. Chacun d'entre nous connaît le rôle que sa mère a joué dans sa vie. Si nous témoignons de cela, on va comprendre que c'est pas parce qu'elle est à la maison, c'est pas parce qu'elle parle pas qu'elle ne dit rien. Parce que j'ai une chanson qui s'appelle La Parole. Ouais. Dans La Parole, j'ai dit euh, il faut plutôt écouter le silence entre les mots pour comprendre la quintessence d'une Et conversation. ça vous résume bien, ça, parce que je vois que vous êtes vraiment beaucoup à l'écoute. Oui. Ouais, donc Oui. continuez, allez-y. Ouais. Donc, si tu fais ça, tu vas comprendre. Parce qu'on pense que la personne qui ne dit rien n'a rien dit. Et Non. surtout, on est dans une société où on écoute pour répondre et on n'écoute pas pour comprendre. Voilà. Donc, il y a des gens qui ne parlent pas, mais ils disent beaucoup. Hmm. Voilà. Il y a des silences qui dérangent. Il y a des silences qui font que tout bouge. Et avec la maman à la maison, souvent un petit regard, tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu C'est commences vrai. à arranger, mais on ne t'a rien dit. C'est ça, la femme. La femme est tellement importante qu'on ne l'envoie pas comme ça dehors. Elle change la manière de vivre, elle change les mentalités. Du berceau jusqu'à la mère, elle change tout. Donc aujourd'hui, bon, je pense que la femme est le moteur de notre existence. Ça n'engage que moi. Alors, des fans sur scène, peut-être, qui vous accompagnent, ou des artistes invités femmes, non? Quand je dis qu'il y a une surprise pour les femmes, j'ai une collègue artiste, Maria Bissongo, Ouais. qui est en Suisse, au Canada, là. Elle m'a écrit une box, elle m'a dit, mais attends, tu peux pas dédier ta soirée aux femmes et puis sur ton affiche, il n'y a aucune femme. J'ai dit oui, mais c'est la soirée dédiée aux femmes. Je ne peux pas mettre une femme ce jour-là parce qu'elle sera vénérée. Donc, c'est comme ça. Ok. Voilà. On va écouter un autre extrait de l'album Zemzem qui sortira le même jour. D'ailleurs, vous pourrez venir au New Morning pour vous en procurer si vous aimez. Même pipe, même tabac. Même pipe, même tabac. On regarde ça et puis on se retrouve tout de suite.
Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Ma part de vérité, même pipe, même tabac, c'est un cours d'histoire magistrale que vous venez de nous donner. On a été très attentifs et c'est vrai que les premiers présidents, je connaissais pas du tout leur nom, je vais pas vous mentir. Et franchement, c'est édifiant en fait, ce genre de chanson. La preuve qu'en reggae, tous les messages peuvent passer. Oui, tous les messages passent. Et puis, ma part de vérité, c'est on veut que ça soit une interpellation. On veut que chacun se dise, ah, attention, attention. Ça a été comme ça, il faut que ça change. Comment votre musique est perçue par les Burkinabés? Comment elle est reçue? Est-ce qu'elle passe au Burkina? Oui, ça passe très bien. Aujourd'hui, je suis au New Morning parce que c'est le Burkina qui me porte. Je suis à Paris. C'est d'abord la diaspora burkinabé qui me porte, c'est mon pays qui me porte. C'est les autorités de mon pays qui me portent, qui me soutiennent, qui m'encouragent. Forêt de quoi? Là, vous parlez plus de diversité, c'est quoi le message? D'environnement, parce qu'à Dans- Bobo Dioulasso, qui est la deuxième ville de Burkina Faso, il y a une forêt qu'on appelle quoi? La forêt de quoi? Donc, dans le temps, il était question de casser un peu cette forêt-là pour construire un hôpital. Ouais. Alors, nous avons pensé que non. Au Burkina, un pays entre guillemets désertique, il ne faut pas détruire une forêt pour construire un hôpital. Il faut trouver une autre place pour construire l'hôpital parce que Bobo Dioulasso, qui est la ville culturelle, Ouais. a besoin d'une forêt et a besoin aussi d'un hôpital. Ouais. Et Deux endroits, voilà, deux lieux vitaux voilà. quand on Parce regarde. on a un vieux, celui qui a lutté au menu contre le désert, il a laissé une phrase assez magnifique. Il a dit que le premier hôpital que Dieu a donné à l'homme sur C'est la terre, forêt. c'est la forêt. Donc, nous avons dit, comme c'est ainsi, il faut préserver la forêt et construire l'hôpital. C'était un combat. On l'a mêlé avec un honorable Moussa Zerbo, voilà, qui a porté aussi la voix de cette forêt. Et après, aujourd'hui, tout le monde est heureux. Bobo Vous Dioulasso. avez été entendu? Oui, quand tu arrives à Bobo Dioulasso, à l'entrée de Bobo Dioulasso, à gauche, tu as l'hôpital, flambant neuf. Et à droite, tu as la forêt de quoi Oui. qui se regarde. C'est tellement beau, tellement magnifique. Voilà, c'est ça l'histoire de la forêt de quoi. Comment on concilie vie artistique, engagement et vie familiale avec vos enfants et votre famille? Oh, est-ce que c'est ça comment on peut expliquer? Il faut un peu de compréhension. Ouais. Est-ce que c'est un peu beaucoup de compréhension? Énormément, on va Énormément dire. de compréhension. Et puis, il faut beaucoup de maturité pour tout ce qui vous entoure. Et nos enfants sont obligés d'être matures assez rapidement. Ouais. Parce que ça va vite. Et quand j'arrive à la maison, entre Freeman et Idrissa Saoudou, mes enfants m'appellent Freeman Tapili. D'accord. Donc, tu vois, Freeman. Donc, bon, en fait, le reggae vous suit partout. Donc, c'est comme ça. Mais j'ai la chance. J'ai la chance de naître dans une famille. Ma famille, si je devais revenir, si je devais choisir, j'ai choisi ma mère actuelle et mon père actuel. Ouais. Si je devais venir aussi d'un pays, je choisirais le Burkina. Si je devais renaître encore, je vais aller renaître encore à Tim-le-Gros. J'adore tout mon parcours. J'adore. Quelles sont vos autres passions en dehors de la musique et qu'est-ce qui vous inspire? Ce qui m'inspire, je suis juriste de formation à la base. Donc, D'accord. dans mon inspiration, je procède par... c'est un procédé juridique assez simple. Hein. La loi du précédent, la Ouais. jurisprudence. Je constate, je regarde, je tire des conclusions et j'essaie de dire, ah, attention. Voilà. C'est comme, comment on peut dire, ma part de vérité, quand vous voyez. Même un civisme, quand vous voyez. Voilà. C'est-à-dire... l'incivisme est un frein au développement. Ouais. Parce que si on casse, si on fait ça, on va arriver à là. Voilà. Et même Zemzem, j'ai dit, on n'a qu'à faire doucement parce que si on ne veut pas, on va arriver à là. Et j'ai dit, ben, attention, il y a trop d'humiliation, il y a trop de frustration. Parce que la démocratie, c'est pas la guerre. La religion, c'est pas la guerre. C'était pour interpeller. Et aujourd'hui, tu vois, on a prétexté la religion aujourd'hui au Burkina. Il y a les terroristes, on ne sait pas si c'est la religion ou c'est quoi, mais on a endeuillé comme ça, inutilement.
Voilà. Donc, c'est par la loi du précédent que je regarde, j'observe et puis je tire des conclusions. Souvent aussi, je prends des faits de société pour amuser la galerie. Quel est le message final que vous souhaitez transmettre en tant qu'artiste, citoyen et père de famille au public africain qui nous regarde aujourd'hui? Je veux dire à tout le monde, africain, européen, asiatique qui nous écoute, il faut que n'oublions pas que nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Alors l'humanité a besoin de nous. Nous devons rester humains. Celui qui veut être toujours heureux, c'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il y a que Dieu qui peut être dans cet état. Donc, un homme humain, c'est celui qui est aujourd'hui heureux. Demain, il pleure un peu. Aujourd'hui, il a un peu d'argent. Demain, il n'en a pas. C'est comme les saisons, en Voilà. fait. Ça fait partie de l'homme. Hmm. Voilà. Donc, je demande aux gens d'être un peu humains, de prier beaucoup. Hein. Puis la spiritualité, c'est Voilà, important. la prière, parce que quand on dit prière, j'aime les gens qui vont à la mosquée, qui vont à l'église. Mais oui, après ça, il faut qu'on enseigne la vraie prière aux humains. Le pardon est une prière. La tolérance est une prière. La pitié est une prière. Alors, pour moi, Freeman Tapili, mieux vaut avoir pitié de ton semblable que de ramper pour aller au Vatican ou à la Mecque. Donc, c'est ce message-là que j'ai pour l'humanité et qu'on essaie de se pardonner aussi. Le pardon est une prière. Voilà. On viendra communier avec vous vendredi 12 septembre. C'est dans 2 jours. C'est au New Morning, dans cette salle mythique parisienne, dans le 10e, il me semble, à Paris, avec de nombreux invités. Ça commence à quelle heure, Freeman Tapili? 20h. À partir de 20h00, les premières parties commencent. À partir de 20h00. Ça a été vraiment un plaisir de vous accueillir avec Aïssa, votre douceur. Vous nous avez apporté vraiment de la sérénité. Tu dégages une énergie, excuse-moi si tu Merci. voilà, une énergie qui prend toute la salle et ça apaise et puis ça nous met dans un confort pas possible et puis on échange bien. Bon, le plaisir a été partagé. Merci. Bon concert et puis on y sera. Merci. À bientôt. Merci. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Les matins d'Aïssa qui continuent avec un nouvel invité déjà installé sur le plateau d'Espace TV Europe. Nous accueillons Bouba Ba. Il est docteur en droit de l'université, docteur en droit privé, membre associé au Centre d'histoire et d'anthropologie du droit, le CHAD de l'université Paris-Nanterre et juriste assistant au tribunal judiciaire de Pontoise chez le ministère de la Justice. Je ne me suis pas trompée. Bouba, bonjour, bienvenue, comment ça va? Bonjour Aïssa. Je ne me suis pas trompée dans votre présentation? Oui, actuellement, je ne suis plus juriste assistant au tribunal judiciaire de Pontoise. D'accord. Mais je suis toujours juriste. Actuellement, je suis à Paris, au tribunal judiciaire de Paris. Rapprochez un peu le micro, qu'on puisse bien rapprocher un peu, tirer un peu le micro vers vous, plutôt, ce sera peut-être un peu plus confortable. Alors merci de nous rejoindre sur l'antenne d'Espace TV Europe pour venir nous parler de votre actualité à travers la sortie en 2024 d'un ouvrage paru aux éditions de l'Harmattan dans la collection Études africaines, les modes alternatifs de règlement des conflits en Mauritanie, regard anthropologique et juridique dans la série droit. Alors, comment s'est porté l'ouvrage? Quel est l'accueil qui lui a été réservé? Merci Aïssa de m'avoir invité ici dans ce plateau pour parler de mon ouvrage, bien sûr que oui, sur la Mauritanie en particulier ou d'une manière générale. Je pense que l'ouvrage, après sa sortie, il a été bien accueilli par les Mauritaniens et également à l'international, parce que je suis en contact avec la maison d'édition. Donc, du coup, c'est un ouvrage qui parle à la fois du droit, de l'anthropologie, de la philosophie et de l'histoire du droit en Mauritanie. Alors, pouvez-vous nous présenter justement les grandes lignes de votre ouvrage, les motivations qui vous ont conduit à sa rédaction? Vous êtes né, vous avez grandi en Mauritanie, Bouba? Tout à fait. Je suis né en Mauritanie, particulièrement dans la région du sud de la Mauritanie, Sélibabi, la région du Guidimara. Je pense que l'une des plus grandes régions de la Mauritanie. Guidimara, actuellement, je pense que c'est environ 200 000 habitants. Oui. Les raisons qui m'ont poussé à choisir cette thématique, à mener une thèse sur le mode alternatif de règlement de conflits en Mauritanie. Tout simplement, on sait que, à l'instar de la Mauritanie, la plupart des États africains ont un système judiciaire calqué
sur le système judiciaire français. Aujourd'hui, ces systèmes judiciaires français, ces systèmes judiciaires hérités de l'État colonial ne sont pas adaptés aux réalités. ne sont pas adaptés aux réalités africaines. D'où raison pour laquelle, avec ma directrice de thèse, avec mon centre de recherche, nous nous sommes mis d'accord de mener des travaux de recherche sur la justice amiable. Oui. Alors, d'abord, pour revenir à le mode alternatif de règlement des conflits, il faudrait faire un état des lieux sur la justice en Mauritanie. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Et en ce moment, le diagnostic nous a donné le mode alternatif de règlement de litige en Mauritanie ou le mode alternatif de règlement de conflit ou encore de différends sont le modèle de justice qui répondent aux aspirations du peuple africain, en particulier le Mauritanien. Quand vous parlez de conflits, vous parlez de tous les conflits, que ce soit les conflits domestiques, les conflits administratifs, etc. Tous les conflits qui peuvent intervenir. Alors, on sait que ce modèle de justice que les anglo-saxons appellent Alternative Dispute Resolution, pour certains chercheurs, a pris sa source aux États-Unis, tandis que pour d'autres, en Europe, moi, d'après mes recherches, j'ai vite compris que la justice amiable, que les anthropologues appellent la justice restauratrice ou la justice négociée, a pris sa source en Afrique. Avant l'arrivée du colon, les Africains, ils avaient un système judiciaire qu'on appelle la justice coutumière. Donc, cette justice coutumière, exactement. Village, etc. Tout à fait, avec les chefs du village, le chef de quartier, le père de famille lui-même, qui est un magistrat qui rend des sentences au sein de sa famille. Donc, du coup, j'ai vite compris que ces modèles de justice existaient en Afrique avant l'arrivée du colon. Oui. Et la justice négociée ou la justice amiable a pour but de mettre le parti autour d'une table afin de pouvoir trouver une solution négociée et éviter d'aller devant le juge étatique. Alors, les anglo-saxons, pour eux, ce modèle de justice a pris sa source aux États-Unis. Les Européens, tels que, je vais citer pas mal des auteurs qui ont beaucoup travaillé sur le mode alternatif de règlement de litige en France, tels que Loïc Cadier. Pour eux, ce modèle de justice a pris sa source dans l'Europe ancienne, dans l'Europe antique, telle que la société grecque ou la société romaine. Or, moi, d'après mes recherches, j'ai vite compris, j'ai trouvé que ces modèles de justice existaient dans l'Égypte antique. D'accord. C'est que Sir Anta Diop avait développé la plupart de ses travaux de recherche sur l'Égypte antique. Autant l'Égypte antique, il existait cette justice coutumière. Et cette justice coutumière n'est rien d'autre que la justice négociée, la justice amiable, la justice rendue par le peuple africain avant l'arrivée du colon. Dans le cas de la Mauritanie, on avait un système judiciaire coutumière avant l'arrivée du colon. Ce système judiciaire coutumière existait quand il y a eu des conflits. Alors, bien sûr que oui, les modes alternatifs de règlement de conflit a ses limites aussi. Parce que rien n'est écrit, par exemple, il n'y a pas de traces. Peut-être ce genre de... c'est vrai, autant il n'y avait pas de traces. Il n'y avait pas de traces, mais les décisions rendues par les chefs coutumiers, les chefs de quartier, ces décisions étaient respectées. Oui. Est-ce que Pourquoi? Parce que tout simplement... Est-ce que c'est des décisions qui sont justes, en fait? Et justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette problématique-là de savoir si la justice est vraiment rendue au sein de... Alors, autant avant l'arrivée du colon, ces systèmes judiciaires étaient adaptés. Les décisions rendues, ces décisions étaient appliquées. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y avait pas d'autres modes, d'autres alternatives de justice à part les chefs coutumiers, les chefs quartiers qui sont là pour rendre des décisions et les décisions rendues sont appliquées, applicables. L'arrivée après ce système judiciaire coutumier, en Mauritanie, il y a eu aussi le système judiciaire cadial. Parce qu'il y a eu les Almoravides qui étaient venus après le système judiciaire coutumier. Il y a eu... c'est les tribunaux musulmans, c'est ça? Tout à fait. C'était les cadis, les juges du droit musulman, qui est un hyper
juge qui rend des sentences sur tous les plans, sur toutes les matières, en matière commerciale, en matière pénale, en matière civile. Il était un hyper juge. Je reprends les termes de mon professeur de droit, Aïmoud Ould Ramadan, qui était l'ex-ministre de la Justice. Les cadis étaient un super magistrat qui rendait des décisions judiciaires sur tous les plans et dans toutes les matières en Mauritanie. Et après ce système cardial, il y a eu l'arrivée de colons. C'est en ce moment que, en Mauritanie, on a connu un dialysme judiciaire. À partir de quelle année? À partir de l'arrivée de colons, parce qu'il y a eu un système judiciaire colonial, post-colonial, et aujourd'hui, on est post-moderne. D'accord. Et ces deux systèmes judiciaires existaient autant coexister parce qu'il y avait un diadysme ou une dualité de système juridique en Mauritanie. Ouais. Donc, d'où raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui en Mauritanie, le système judiciaire n'est pas un système judiciaire, à mon sens, qui répondait ou qui répond encore les aspirations du peuple mauritanien. D'où l'ouvrage qui parle de mode alternatif de règlement de conflit en Mauritanie, une solution dont la plupart des Mauritaniens espèrent un jour que dans toutes les matières, ces modes alternatifs seront appliqués. Bien sûr que oui. Refonder à 100% tout. Alors, je ne dirais pas qu'il faudrait faire la table rase, mais tout simplement, il faudrait que le système judiciaire mauritanien revoie sa copie d'une manière générale, c'est-à-dire faire en sorte que les justiciables participent à leurs propres décisions. Ouais. C'est-à-dire les juges que Kelsen appelle le juge étatique qui a le plein pouvoir dont ces décisions sont imposées, il faudrait que le système judiciaire mauritanien ou le gouvernement mauritanien voit sa copie, de faire en sorte que les justiciables participent eux-mêmes dans le règlement de leurs propres conflits. Ça veut dire que, selon vous, ces pratiques traditionnelles ne devraient pas disparaître? Oui. Moi, je pense que... on devrait concilier les deux, c'est ça? Ce sont des pratiques qu'on devrait les garder, les améliorer, ouais. et de faire en sorte que ces pratiques soient associées à de nouvelles techniques de justice. Donc, si on prend le cas de la médiation, aujourd'hui, la médiation dans les sociétés postmodernes, la médiation n'est rien d'autre qu'une technique ou une manière d'associer le médiateur qui est là pour aider le parti à trouver une solution amiable à leur propre conflit. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'État mauritanien reconnaît officiellement ces pratiques ou sont-elles juste tolérées en marge du droit formel? Alors, oui, parce que depuis les indépendances jusqu'à nos jours, ces pratiques existent. En 2000, la Mauritanie, je pense que l'État mauritanien, c'était l'année où il y a eu une réforme du code de l'arbitrage. Il y a eu un code de l'arbitrage qui existait en 2000. Et en 2019, il y a eu une réforme du code civil, commercial, administratif. Ce code, on a intégré dans ce code la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle. Et la réforme de 2019, la loi de 2019 a aussi abrogé la loi qui a instauré le code de l'arbitrage en Mauritanie. Donc, on a un nouveau code de l'arbitrage en Mauritanie. Ouais. Donc, l'État mauritanien, je ne dirais pas qu'il est le mauvais élève de la sous-région, mais on voit dans le sens de la justice amiable ou dans le sens de mode alternatif de règlement de conflit, il y a eu des législations qui sont en cours. Le problème reste, est-ce que ces lois seront appliquées comme cela se doit? Mais quand même, il y a eu des textes qui ont été votés à l'Assemblée et ces textes existent toujours. Alors, vous nous expliquez le contexte historique dans l'ouvrage. C'est un regard anthropologique et juridique. On comprend l'importance de l'anthropologie dans ces recherches, sinon ça aurait été... ce ne serait pas une réalité. Alors, en fait, quels sont c'est un livre aussi où vous proposez des pistes, des solutions en tant que juriste et en tant que Mauritanien également. Alors, quelles sont les propositions concrètes que vous faites pour mieux articuler ces mécanismes avec le système juridique national?
C'est une très bonne question. En fait, le proposition que j'ai formulée dans mes travaux de recherche, premièrement, je pense que il faudrait voir nos systèmes juridiques africains d'une manière générale. En particulier, la Mauritanie, on a une justice Donc qui pas est... qu'en Mauritanie. Oui, pas qu'en Mauritanie. Bah, on peut... Le pays voisin, je prends le cas du Sénégal. On sait que la justice en Afrique, d'une manière générale, elle n'est pas indépendante. Le système judiciaire africain est sous l'ordre de l'exécutif. Oui. La justice, elle est inféodée. C'est l'exécutif qui donne des ordres. Bien sûr que oui, le cas de la Mauritanie, c'est un cas exceptionnel. La justice, elle n'est pas indépendante, elle n'est pas impartiale. J'ai l'impression que ce n'est même pas une impression, c'est une réalité absolue. Le magistrat reçoit des ordres venant de l'exécutif. C'est ça qui pose un problème sérieux. Sur ce point, j'ai formulé des solutions. Premièrement, je pense qu'il est nécessaire pour tout État qui voudrait que l'État de droit règne, il faudrait qu'il y ait une séparation stricte des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, qui soit un pouvoir judiciaire indépendant, et le pouvoir exécutif qui est là pour appliquer les décisions rendues pour le pouvoir judiciaire. Il faut qu'il y ait une séparation stricte de pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. De deux, le Conseil supérieur de la magistrature qui est là pour gérer la carrière des magistrats, ce Conseil supérieur en Mauritanie, il est présidé par le président de la République. Ça pose un problème sérieux. Et le ministre de la Justice, il est membre du droit de ce Conseil supérieur. Sur ce point, j'ai formulé une réforme. Désormais, il faudrait que l'État réforme voit sa copie, que le président ne soit plus président du Conseil supérieur de la magistrature. À sa place, moi, j'ai formulé que le président de la Cour suprême soit le président de ce Conseil supérieur de la magistrature, parce que c'est un conseil qui est là pour gérer. En fait. Exactement. Donc ça, c'est un problème principal. D'ailleurs, ce n'est même pas que la Mauritanie, au Sénégal séparé, le Mali séparé. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une formation de magistrats, une formation de qualité. Oui. Ça nous pose un problème. Il faut qu'il y ait une structure qui forme nos magistrats. Et là aussi, j'ai formulé qu'il y ait une école, qu'il y ait en fait l'école supérieure de la magistrature, une structure bien cadré avec de magistrats ou de formateurs qui donnent une formation de qualité et également qu'il y ait une spécialisation de magistrats. Un magistrat ne peut pas être un magistrat de droit commun qui est là pour rendre à tout type de litige, mais il faut qu'il y ait une spécialisation. Oui. Et à l'issue de ces propositions, j'ai formulé aussi que désormais, bien sûr que oui, les modes alternatifs de règlement de conflits, ils ont leurs limites parce que tout ce qui touche à l'état des personnes, à la question de nationalité, à l'ordre public, le MARD ou les marques ne sont pas les bienvenus pour résoudre ces problèmes. Le MARC intervient quand les droits sont disponibles. Mais les droits indisponibles, on ne peut pas faire appel à la justice négociée. Dans ce cas, j'ai formulé des propositions à ce que l'État essaye de communiquer dans toutes les langues locales le bienfait ou la vertu des modes alternatifs de règlement de conflit qui pourrait être une solution en partie pour l'État pour éviter que les tribunaux ne soient débordés. C'est-à-dire que vous pensez justement que les marques pourraient jouer un rôle plus large dans la construction d'un modèle de justice hybride en Afrique ? Tout à fait, parce qu'ils ont leur place. On a vu qu'en France ou aux États-Unis, en France, si j'ose dire, le petit conflit, je travaille auprès des tribunaux français, je vois comment ça se passe. Le conflit de voisinage, le conflit... Enfin, ce sont des petits litiges auxquels on fait appel au conciliateur ou au médiateur. Le conciliateur ou le médiateur, il est là pour aider les parties à trouver une solution amiable, une solution à long terme. Contrairement à la justice, elle rend une décision. Cette décision, elle est imposée. Elle n'a pas été voulue par les parties. D'où raison pour laquelle, en Afrique, encore je reviens, parce que cette justice existait avant l'arrivée du colon, il faudrait que les Africains travaillent sur ces modèles de justice afin de l'adapter à nos réalités africaines. Alors, vous avez mené une analyse à la fois théorique et empirique. Est-ce que vous pouvez nous parler de
votre méthode de travail. Avez-vous aussi l'occasion de mener des enquêtes de terrain ou des entretiens avec des communautés en Mauritanie pour rédiger l'ouvrage? Oui, comme je disais tantôt, l'ouvrage, il est à la fois anthropologique, philosophique et juridique. Bien sûr que oui, j'ai fait une enquête de terrain, parce que c'est une thèse qui a été soutenue à l'issue de 6 années de recherche entre D'accord. Paris et Nouakchott. Alors, chaque année, je partais à Nouakchott pour faire mon enquête de terrain et auprès des Mauritaniens. Je vois que cette enquête de terrain fait sortir que 84%, d'ailleurs c'était une étude qui a été réalisée par l'Union européenne en 2012-2013, 84% des Mauritaniens euh, disent ne sont, en fait, n'ont pas confiance au système judiciaire mauritanien. Ouais, Et ils disent aussi la justice, ça coûte trop cher. ouais. Euh, Au-delà de cette étude, moi-même, j'étais sur le terrain, j'ai sondé, j'ai eu des entretiens. J'ai vite compris que c'est vrai, la justice, partout d'ailleurs en Afrique ou partout dans le monde, si j'ose dire, la justice, elle coûte trop cher, elle n'est pas gratuite. Euh, Premier point. Deuxième point, la justice, elle est trop lente aussi. Ouais. C'est ce qui revient dans presque toutes mes enquêtes de terrain, Et dans tous mes entretiens, c'est le partout cas d'ailleurs, ici. malheureusement. Ouais. C'est un état de fait qui est concret et qui est véridique aussi. Partout, la justice, ça coûte trop cher, elle est lente et également, les décisions rendues ne sont pas des décisions je vais dire, certaines de ces décisions ne sont pas applicables d'ailleurs en Afrique, hein. Bah, d'autres aussi, pour les justiciables, ils voient une méfiance parce que la décision qui a été rendue, ce n'est pas une décision équitable. Ouais. Voilà, parce que tout simplement, les justiciables, ils ont l'impression que la justice, elle est à la fois corrompue et dépendance. Également, elle n'est pas impartiale. Donc, il y a tous ces phénomènes qui rentrent en jeu qui prouvent qu'aujourd'hui, le mode alternatif de règlement de conflits, ils ont toute leur place dans nos systèmes juridiques et juridictionnels africains. Quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées dans ce travail de recherche et d'écriture, un travail de 6 ans, vous dites, c'est long? Oui, oui, forcément, il y a eu des difficultés. Alors, il y a eu des difficultés à la fois financières et des difficultés qui se situent au niveau de la bibliographie. Parce que c'est vrai que quand tu souhaites mener une thèse de doctorat, il faudrait La documentation? la documentation. Et cela m'a posé énormément de problèmes. Les sources en Mauritanie, ça pose problème pour ceux qui souhaitent faire une thèse sur la Mauritanie. Mais je pense que l'enquête de terrain, ça m'a beaucoup aidé. Et également, j'ai eu des professeurs qui m'ont enseigné à l'université, qui m'ont beaucoup aidé Oui. sur cet aspect. Au niveau financier, effectivement, la thèse a été réalisée à l'Université Paris 10. Le centre de recherche Tchad m'a beaucoup aidé parce que ma directrice c'était elle qui était la directrice du centre. Donc, du coup, à chacun de mes déplacements, elle essaye de solliciter les centres pour contribuer à mes frais de voyage et à mes frais de déplacement. Donc, du coup, les D'accord. difficultés, ça, franchement, ce ne sont pas ceux-là qui manquent. Avez-vous été influencé par des auteurs ou des courants particuliers dans votre approche intellectuelle? Alors, au niveau Ou anthropologique, est-ce que c'est du patriotisme, tout simplement? oui, il y a du patriotisme, parce que sinon, j'aurais dit pas travailler sur le mode alternatif de règlement de conflit en Mauritanie. J'aurais dû choisir une autre thématique liée au droit français ou à l'État français. Il y a le patriotisme qui est là, bien sûr que oui. Et au-delà du patriotisme, je pense que le centre dans lequel j'ai réalisé mes travaux de recherche, c'est un centre de recherche qui est à la fois historique, anthropologique et juridique. Forcément, il y a eu une partie du centre, surtout ma directrice de thèse qui est docteur en droit et anthropologue aussi. Donc forcément, ces travaux m'ont beaucoup influencé parce que je vois, elle a beaucoup travaillé sur les sociétés communautaires. Ouais. En Mauritanie, bien sûr que oui.
on a ces phénomènes de communautarisme et de tribalisme. Donc ça m'a beaucoup influencé, d'où raison pour laquelle ces travaux étaient, si j'ose dire, un début ou l'une des sources de ma bibliographie pour pouvoir réaliser cette thèse. Alors, est-ce que vous avez des retours depuis la publication de professionnels du droit, de magistrats ou même de responsables politiques? Oui, ça fait pas. Je pense que pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu une maison d'édition européenne qui m'a contacté, qui souhaiterait que mes travaux de recherche soient publiés par leur maison d'édition. Je leur ai dit que malheureusement, j'ai déjà signé un contrat avec l'Harmattan. Ouais. Et je reçois jusqu'à aujourd'hui des universitaires qui me demandent par où il faudrait passer pour commander l'ouvrage. Donc du coup, forcément, parce que la justice amiable ou la justice alternative est en pleine expansion à l'heure où nous sommes. Pourquoi? Parce que tout simplement, les justiciables ne font plus confiance à la justice étatique. Cette justice étatique est considérée comme une justice imposée qui n'a plus sa place chez nous. Bien sûr que oui, quand j'ai dit c'est nous, en Afrique, particulièrement en Mauritanie. Alors, est-ce que vous comptez prolonger cette recherche par d'autres publications ou d'autres projets de terrain? Oui, j'ai promis à l'Harmattan dans 2 ou 3 ans la suite de mes travaux de recherche. Ouais, ça J'espère, demande du temps, hein. j'espère que je vais tenir ma promesse. Bientôt, au mois de septembre, c'est l'anniversaire de la publication de l'ouvrage. J'espère que d'ici l'année prochaine, le prochain ouvrage serait prêt pour sa publication. Un ouvrage qui a été préfacé par Alain Fénéon. Et de qui il s'agit? Alain Fénéon, c'est le grand avocat parisien et qui a beaucoup travaillé sur l'arbitrage et le mode alternatif de règlement des litiges. D'ailleurs, il dirige une revue trimestrielle de droit africain, Pénan, et c'est un africaniste aussi. Il connaît très bien nos sociétés et les réalités africaines. Pour résumer, qu'est-ce que vous voulez que les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui vous découvrent, qui découvrent cet ouvrage, on donnera des informations pour ceux qui veulent se le procurer, en savoir un peu plus. Alors, Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'on doit retenir? D'abord, j'invite à tout le monde, surtout les Africains, qu'on a une justice qui est adaptée à nos réalités africaines. Et ces modèles de justice, on voit aujourd'hui les Américains, les Européens s'accaparent de ces modèles. Pourquoi? Parce que tout simplement, les systèmes juridiques étatiques, je ne dirais pas que ça ne fonctionne pas, mais a montré ses failles. D'où raison pour laquelle les Américains, avec dispute resolution, le mode alternatif de règlement de conflit, c'est les Américains, tout comme c'est les Européens, ils ont essayé de réformer. Bien sûr que oui, il n'y a pas une société qui n'a pas connu une justice coutumière, mais ils arrivent à faire des réformes, à adapter ces systèmes ou ces modèles de justice coutumière avec nos sociétés postmodernes, en associant de nouvelles techniques modernes. Pourquoi pas nous, les Africains? Parce que nous, la justice étatique, c'est un système qui a été importé. Avant l'arrivée de ce colon, on avait nos réalités africaines. Je dirais aux Africains qui nous regardent, qui nous écoutent, ces modèles de justice existent toujours en Afrique. Et il faudrait que nos États participent à la réforme de ces modèles de justice pour que désormais tous les justiciables africains puissent accéder à la justice. C'est aussi une manière de rendre justice en associant les justiciables eux-mêmes dans leurs propres conflits. Je dirais tous ceux qui souhaitent avoir des informations ou de différentes théories anthropologiques, philosophiques ou juridiques, l'ouvrage est disponible au niveau de Fnac, Amazon et également Cultura. Il suffit de faire un clic, vous pouvez le commander, ou encore il est disponible dans presque toutes les bibliothèques françaises. Donc je pense qu'il est le bienvenu à l'heure où nous sommes, où les justiciables, nos compatriotes ne font plus confiance à nos systèmes judiciaires, et il en va de soi que nos États réforment dans ce sens afin que
tous les Africains ou tous les Mauritaniens puissent accéder à une autre forme de justice ou à un autre modèle de justice qui est la justice négociée ou la justice alternative. Alors, vous avez donc d'autres publications scientifiques sur votre CV notamment. Pourquoi faut-il faire recours à l'arbitrage dans le règlement des litiges commerciaux en Mauritanie, la justice précoloniale en Mauritanie, les modes alternatifs de règlement des conflits dans le système juridictionnel mauritanien, une autre publication sur l'excision entre coutume et mutilation. Ce sont souvent des sujets autour Oui. de la Mauritanie, en tout cas, sauf le dernier qui est un peu plus... qui reviennent. Pourquoi cet intérêt pour ces sujets? Alors, parce que mon centre de recherche, c'est surtout la Mauritanie. Bah, je veux dire, d'une manière générale, c'est l'Afrique, en particulier la Mauritanie. Ce sont des articles scientifiques qui ont été publiés dans des revues scientifiques pendant mes recherches. Oui. Donc, j'en ai beaucoup travaillé sur la Mauritanie. Et il y a un article qui a été publié sur droit et culture sur l'excision entre mutilation et coutume. Je pense que c'était en 2021. 2021, c'est ça? Donc, ça, bah, c'était à l'occasion d'un colloque où j'étais invité. Bah, le colloque, les travaux du colloque ont été publiés par Droit et Culture. La Mauritanie est mon centre de recherche jusqu'à présent, le centre où je suis associé. Mes différentes thématiques de recherche, c'est l'Afrique d'une manière générale, le droit africain, le mode alternatif de règlement de conflits, les systèmes juridictionnels africains, en particulier mauritanien. Il faudrait que les Africains aient un droit typiquement africain, détaché de ces droits coloniaux, afin que nous puissions avoir notre propre droit. Je pense que cela nous permettra de résoudre nos conflits sans faire appel au système colonial occidental. Il y a aussi sur votre CV un engagement politique. Vous êtes ancien candidat du RAG, c'est ça? Parti d'opposition mauritanienne, aux élections législatives mauritaniennes de 2023 dans la circonscription Europe Diaspora, membre du bureau politique du RAG également en Europe. Ça continue toujours, c'est toujours d'actualité? Oui, d'ailleurs, au passage, je salue mon président qui est là, d'ailleurs, Biram Daoul Abeid, il est là actuellement. Oui, on le salue alors. Voilà, et oui, j'étais candidat en 2023 aux élections législatives mauritaniennes dans la circonscription de l'Europe, la diaspora européenne. Donc, du coup, on était 14 candidats, c'était la première fois d'engager, de me présenter devant les suffrages mauritaniens. Bah, je suis arrivé au second tour. Malheureusement, le député sortant, il a remporté. Ce sera pour la prochaine fois. Bah, pourquoi pas, ce sera la prochaine fois, Inch'Allah, pourquoi pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire? Alors, rapidement, parce que le CV est un peu long. Vous êtes docteur en droit de l'Université Paris 10 Nanterre, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes titulaire d'un Master 2 en droit pénal et procédure pénale de l'Université Paris 10 toujours. Titulaire d'un Master 2 en anthropologie Paris 1 Sorbonne. Titulaire d'un diplôme universitaire des modes alternatifs de règlement des litiges, vous le disiez tout à l'heure. Membre associé au Centre de recherche d'histoire et d'anthropologie du droit de l'Université à Paris-Nanterre. Vous nous dites un peu qui vous êtes, vous nous racontez un peu votre trajectoire pour conclure? Alors, pour conclure, je dirais que je suis arrivé ici à Paris en 2009 en état-major de ma promotion avec la bourse de l'État mauritanien. Bah, je remercie l'État mauritanien sur ce point. Bien sûr que oui, ce sont l'argent du contribuable. Je remercie nos concitoyens mauritaniens. En 2009, quand je suis arrivé avec un master, l'idée c'était de poursuivre mes études de troisième cycle à Paris, parce que l'État nous avait proposé l'Algérie, Maroc, Tunisie, Sénégal. J'ai dit, vu que j'ai la bourse, je préfère aller dans le pays où le droit est bien vu, dans le pays où nos droits n'est rien d'autre que la photocopie conforme. Donc du coup, je préfère l'original que la copie. Et raison pour laquelle j'ai choisi Paris, arrivé là avec la bourse de l'État, je poursuis mes études de troisième cycle. Et premièrement, j'ai un master en droit pénal et procédure pénale de Paris-Nanterre, puis un deuxième master de Paris-Sorbonne, un troisième qui est celui de mode alternatif de règlement de conflit, pendant que je me suis inscrit en thèse en 2016. Et j'ai soutenu ma thèse novembre 2022.
Et aujourd'hui, je suis affilié au Centre de recherche d'histoire et d'anthropologie du droit à l'Université de Paris, Nanterre. Et C'est un beau parcours. Merci beaucoup. Passionné, Merci. on dirait, de droit et de justice, c'est ça? Tout à fait. Je suis un passionné de droit, de justice et de règlement de conflits. Donc, vraiment, je suis un passionné de mon métier. J'aime bien le métier. Comment on pourrait conclure avant de redonner toutes les informations pour ceux que ça intéresse? Alors, d'abord, pour conclure, je voudrais vous remercier, vous, Merci Aïssa, de m'avoir réussi sur ce plateau, de m'avoir donné la parole pour l'anniversaire de ma publication de mon ouvrage, mon premier ouvrage sur le mode alternatif de règlement de conflits en Mauritanie. Et également, je ne pourrais finir sans remercier ma femme, Oui. évidemment, Mariam Klubali, qui nous nous a trait mis d'union entre exactement, qui nous a mis cette connexion qui est un trait d'union entre nous. Et je dirais que j'espère que nous aurons d'autres occasions à faire ensemble dans l'avenir, pourquoi pas, et commenter nos prochains ouvrages et nos prochains colloques à venir. Et je dirais également aux Africains qu'on a une justice, et cette justice, elle existe bel et bien. Il suffit qu'il y ait une volonté politique pour adapter nos systèmes juridictionnels aux réalités africaines. Notre invité Boubouba est venu nous parler de son ouvrage qui fête ses 1 an, Les modes alternatifs de règlement des conflits en Mauritanie, regard anthropologique et juridique, paru aux éditions de l'Harmattan dans la collection Études africaines. C'est à vous procurer sur toutes les plateformes Amazon, à la Fnac, Cultura, n'hésitez surtout pas. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement. Merci Aïssa. Et puis à très bientôt sur l'antenne d'Espace TV Europe. Merci beaucoup. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe.